à tous, nouvelle émission de Tête à Clash, 4 beaux invités, 2 sujets et des coups de gueule et des coups de cœur. J'ai complètement oublié de leur demander s'ils avaient préparé. Messieurs, avez-vous préparé vos coups de gueule et vos coups de cœur? Oui, c'est bon, ok, super, très bien. Je les découvrirai en même temps que vous, du coup je n'ai pas préparé cette partie-là, ça c'est pas bien de ma part. Bon, allez, les 4 invités. Philippe Murer, bonjour. Bonjour. Laurent Arthur Duplessis. Bonjour Franck. Philippe Pascot. Bonjour. Et Claude Janvier. Bonjour. Et Claude Janvier, vous avez commis un opuscule. Bon, c'est pas encore réprimé, hein. Ce qui s'appelle Le Nouvel Empire Européen, ce que l'on vous cache, avec une belle couverture. Qui fait un peu la trouille quand même. Hein. Un joli drapeau européen, c'est très parlant. C'est ça. Le réalisateur me souffle dans l'oreille et il a bien raison, très post-apocalyptique. Absolument. Hein, okay. Absolument. Donc ça, c'est le Parlement britannique. Oui. Et votre opuscule, il dit quoi? Eh bien, il est en réponse au manuel de survie que va nous envoyer Emmanuel Macron bientôt dans chaque foyer de France et de Navarre pour lutter contre la guerre. Et en fait, je mets les choses au point dans mon opuscule hein, en expliquant un peu où l'on va aller vers un État fédéral européen dictatorial avec de plus en plus des milices lourdement armées financées par nos impôts. Voilà. Oui, c'est un skate. Oui, ça fait très envie. Et donc, il faut aller vivre ailleurs. Il faut aller vivre où pour être en toute tranquillité? Je ne sais pas où il faudrait aller vivre, mais en tout cas, il faudrait quand même qu'une majorité de Français prennent conscience qu'on va dans le mur et qu'il est peut-être temps un petit peu de changer de cap. Voilà. Bon, vous aurez compris ce qu'ils pensent. Hein. Alors, il aura l'occasion de s'exprimer, Claude Janvier. Alors, on a eu les 4 invités, maintenant on a les 2 sujets. Le premier sujet, ça va être les rapports France-Algérie, qui ont quand même connu un point bas extrêmement élevé, enfin très bas plutôt. Je vais y arriver. Et du coup, on va en discuter, voir si c'est encore sauvable, ou s'il faut aller jusqu'à la rupture. Premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que le pape vient de mourir il y a 3 jours et que je pense que c'est intéressant de faire un bilan de son pontificat qui balance entre conservatisme et modernité. Allez, à tout de suite. Alors, premier sujet, nous revenons sur les tensions entre l'Algérie et la France, sur ce point bas qui a constitué l'expulsion de part et d'autre de 12 diplomates, et sur les questions qu'on peut se poser pour savoir si oui ou non il faut aller vers une réconciliation, c'est un peu la voie de la diplomatie, ou s'il faut aller vers la rupture pour repartir sur de nouvelles bases. Qui commence? C'est Laurent Arthur Duplessis. Eh bien, je pense que la voie de la diplomatie, de l'aménité, de la bienveillance, de la main tendue, cette voie qui est pratiquée par le Quai d'Orsay et les différents présidents de la République française depuis 62, il y a 63 ans, ne donne aucun résultat et pour une raison extrêmement simple. C'est que les différents gouvernements algériens, et l'actuel plus encore que ses précédents, a une stratégie du bouc émissaire. Il s'agit de détourner l'attention du peuple algérien de la corruption, de la mauvaise gouvernance, des abus de pouvoir et je dirais de la pauvreté chronique de ce pays bourré de pétrole. Il s'agit de détourner l'attention du peuple algérien en présentant l'ex-puissance coloniale comme étant responsable de tous les dysfonctionnements de l'Algérie d'aujourd'hui. Mais ça, vous pensez que ça colle avec un peuple qui est, comme tous les autres, maintenant, connecté, qui a accès à toutes les télévisions du monde? Et est-ce qu'on n'est pas dans une situation où on a une dictature? Je vais faire la comparaison avec la Russie ou avec l'URSS plutôt, où la nomenclatura vivait dans une sorte de bulle, comme si rien n'était connu, alors que tout était connu. Oui, alors, il y a plusieurs choses. Il est vrai, et vous avez raison, que si véritablement le peuple algérien était aussi convaincu que des choses que lui raconte le gouvernement, il ne viendrait pas en masse chez nous. Il
Ils sont quand même une composante très importante des flux migratoires. Plusieurs centaines de milliers d'Algériens seraient en France actuellement. 2 millions. 2 millions Entre les Algériens et les enfants d'immigrés algériens, on est à 2 millions, plus de 2 millions. C'est-à-dire ceux qui auraient des origines mais qui sont maintenant citoyens français. Et ils continuent à postuler pour venir. Hein. Ça n'affaiblit pas. Hein. D'accord. Deuxième chose, ça n'empêche pas de réussir pour persévérer. Le gouvernement algérien s'obstine dans cette stratégie malgré les résultats relatifs qu'elle a, mais tout de même, hein, il faut bien voir une chose. Les médias algériens pilonnent la jeunesse algérienne avec des contre-vérités multiples sur le passé colonial. Ce passé colonial, il est divers. Moi, je suis né en Algérie. Il a été particulièrement sanglant. Hein. Je me suis intéressé à ça dans les années au 19e siècle. Oui. Il y a eu des horreurs qui ont été commises. La conquête par Bugeaud a été à l'image de l'époque, c'est-à-dire sanglante, effectivement. Néanmoins, l'après-conquête, la gestion de l'Algérie s'est faite avec une certaine bienveillance et je dirais une certaine efficacité. D'abord... Plutôt une certaine opulence. Oui. Opulence dans quel sens ? Dans le sens des Blancs. Dans le sens des Blancs, non, c'est-à-dire la prédation des richesses. Oui, faut pas mais il faut savoir, moi par exemple, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 10 ans dans le Bled, en Algérie, dans le Bled, à 12 km de Bonn. Nous étions en classe à peu près 5 enfants français, pour tout le reste des condisciples arabes. Nous étions 5% dans la classe. Vous n'étiez pas... Oui, ok. 5%. Et nous étions dans le Bled. Hein. D'accord. Et autour de nous, c'était un océan d'Arabes, avec lesquels nous entretenions des rapports extrêmement fraternels et amicaux. Hein. Quand mon père est parti, il était cadre salarié de la Société de femmes françaises. Quand il est parti, il y avait des ouvriers algériens qui étaient venus le voir en pleurant et en disant « Patron, t'en vas pas », etc. Il ne faut pas s'imaginer que c'était le nazisme, colonialisme. Hein. Il ne faut pas être obtus à ce point-là. Mais par principe de base, quand tu colonises... D'accord. Néanmoins, quand on colonise... C'est pas que tu aides, tu colonises. Les Romains ont colonisé la Gaule. Oui, et qui c'est qui commandait ? C'était les Romains. Et oui, et résultat, la Gaule a fait un bond dans le développement. Non, oui, mais on est d'accord. Ça, c'est regarder le passé. Le passé ne m'intéresse pas. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a un gouvernement corrompu algérien qui a mis 1200 personnes politiques en prison et que depuis 20 ans, on laisse, nous, gouvernement français, quel que soit le gouvernement, ces gens corrompus, entre guillemets, en place, et que ça il faut arrêter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les enlever ? Enfin, c'est pas à la France de gérer le gouvernement algérien. Non, mais mais on a quand même un problème avec Boualem Sansal, par exemple. La France a des intérêts économiques en Algérie depuis des dizaines et des vingtaines d'années. Et je veux dire que par l'économique, entre guillemets, t'arrives à gérer la politique. Et ça, on l'a jamais fait. Parce que quelque part, les corrompus nous permettaient d'avoir des marchés, nous permettaient de voir un tas de choses. Et c'est pour ça qu'on a laissé faire. Souvent, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que l'on ferme les yeux sur cette dictature, parce que ces dictatures-là nous permettent économiquement d'avoir des... Mais si. On a quasiment... C'est choisir on a très peu d'intérêts économiques avec l'Algérie. Alors moi, Philippe, j'en peux plus. Pourtant, on se Je n'en peux plus de la repentance. Je n'en peux plus du ressentiment des gouvernements algériens et de cette volonté d'humilier la France. De paillasson. Stop, basta, terminé. Terminé. Mais je vais te dire comment. Je vais te dire votre colère. Je vais te dire, je suis en colère. Premièrement, on coupe tous les revenus des retraités algériens tant qu'ils ne reprennent pas le gouvernement algérien, les ressortissants algériens que nous renvoyons. Non, mais on s'en fout. On fait le truc, l'État français s'en fout. Il applique les choses. Plus de paye des retraités algériens qui vivent en Algérie avec l'argent des Français, d'accord, qui ne revient pas dans l'économie française. Plus un flux financier de l'Algérie, de la France vers l'Algérie. Plus d'aide au développement. On peut le faire. Mais bien sûr, on pourrait le faire quand on sera sorti de l'Union européenne. Oui, pour le moment, on ne peut évidemment. Oui, mais on ne peut rien faire dans l'Union européenne. Oui, bon, d'accord. Mais tu vois, c'est d'où. Tu devrais comprendre l'intérêt de sortir de l'Union européenne parce que tu deviens maître et tu cesses d'être un paillasson. Mais Philippe, la sortie de l'Union européenne, si elle se passe, ça c'est pas avant plusieurs années. Là, on a un souci
immédiat fin des de visas, relations. Fin des visas. Pareil, c'est l'Union européenne qui les impose. Donc on restera un paillasson tant qu'on reste dans l'Union européenne. Il faut que ça cesse. Il faut cesser d'être le paillasson parce qu'en plus on sert d'atout au régime. En fait, on permet à ce régime de tenir. Parce qu'en fait, la cocotte minute du régime. En fait, comment la cocotte minute il la dessert le régime? Parce que effectivement, le peuple algérien est très maltraité sur son territoire par ses élites qui ne cherchent qu'à conserver le pouvoir. Mais comment ils font? Ils laissent les éléments les plus dynamiques partir à l'étranger et en partie en France. Donc il faut absolument cesser d'être un paillasson, donc basta avec l'Algérie, et il faut aller jusqu'au bras de fer, et s'ils veulent couper les relations, ils couperont les relations. À mon avis, c'est pas du tout leur intérêt. Donc vous pensez en gros qu'ils n'iront pas jusqu'à la rupture diplomatique? Peut-être qu'ils iront, franchement, on s'en moque. On a très peu d'intérêt pour l'instant, on s'en moque, et de toute manière, les relations reprendront après. Mais il faut être prêt à aller jusqu'à la rupture pour pouvoir changer ce gouvernement, parce que Laurent a raison, c'est l'atout maître des dictateurs algériens, c'est le ressentiment contre la France. Il y a une chose qui m'a frappé, je vais vous céder la parole tous les deux, c'est que une des motivations de l'Algérie pour mettre en cause les relations avec la France, c'est le fait la justice française plutôt, a arrêté des agents consulaires parce qu'ils auraient été partie prenante à un enlèvement. Oui, ça, c'est les prétextes fallacieux invoqués. Le gouvernement algérien essaye constamment de faire des coups de com'. Mais est-ce que c'est juste parce qu'il ne comprend pas que la justice en France est indépendante et que le pouvoir en France ne dicte pas à la justice ce qu'elle doit faire, contrairement à ce qui se passe en Algérie? Sur ce dossier-là, il y a quand même des influenceurs algériens payés par les services algériens qui sont rentrés en France pour foutre le bordel. Oui. Et excuse-moi, les services français sont pas les plus meilleurs aujourd'hui, mais ils sont pas les plus mauvais. On a des preuves. Oui. Que ces gens-là sont payés par les gouvernements algériens. Donc là aussi, il faut réagir. Et là, je rejoins Philippe, sans être dans les extrêmes où il est. À mon avis, il faut savoir taper sur la table. Mais malheureusement, aucun gouvernement français, et je précise bien depuis des décennies, n'a voulu, et pas su, n'a voulu le faire. Je ne crois pas qu'ils le feront aujourd'hui. Et quoi que t'en dises, il y a quand même beaucoup d'intérêts français en Algérie. Ouais, c'est 4 milliards d'euros, je crois, les exportations françaises vers l'Algérie. Mais tu sais, après, il suffit que la personne qui soit à la tête de ces milliards soit quelqu'un qui soit dans le sérail. Et comme par hasard, on n'y touche pas. Je ne suis pas sûr que ce soit... Moi, je pense que c'est l'histoire et la peur de cette redondance. Mais il faut renvoyer aux Algériens. On achète du gaz et du pétrole à l'Algérie. Oui, puis il faut, face à cette histoire, il faut rappeler l'histoire d'Algérie. L'Algérie, il y avait des barbaresses qui prenaient des esclaves européens. 1 million. Les Algériens ne sont pas embêtés pour aller prendre des esclaves noirs et de la traite de noirs. Les Algériens ne sont pas embêtés. D'ailleurs, les Arabes qui sont en Algérie, ils ont eux-mêmes fait une colonisation. Donc, stop à la repentance. On met les compteurs à zéro et maintenant, on regarde l'avenir. J'ai aucune repentance, avant l'Algérie, c'était l'Empire ottoman qui avait colonisé ce qui allait devenir l'Algérie, entre parenthèses. C'est-à-dire d'une colonisation ottomane, l'Algérie, ce qui est devenu l'Algérie, est passé sous colonisation française. Mais moi, j'ai lu récemment un billet de Philippe de Saint-Robert. Philippe de Saint-Robert, je rappelle, c'est un écrivain et c'est un ancien commissaire général à la langue française en 1984 et 1987. Et il avait été rencontré. Il explique dans ce billet, il avait été rencontré le président Boumedienne, à l'époque en 1969. Et le président Boumedienne, en fait, avait déclaré ceci: la coopération avec la France n'est pas une phase tactique dans notre développement, mais une option à long terme de l'Algérie. Cette coopération est une question de confiance. Il faut que les Français sachent que l'intérêt de la France va dans le même sens que l'intérêt de l'Algérie, que la France a besoin de l'Algérie comme l'Algérie a besoin de la France. Ça, c'était Boumedienne. Mais depuis le président Boumedienne, force est de constater, et je rejoins Philippe Murer, force est de constater que malheureusement, tous les présidents successifs algériens ne sont pas à la hauteur du tout. Ces intérêts réciproques. Je rappelle quand même que Boumedienne avait dit nous vous conquérerons avec le ventre de nos femmes, quand même. C'est vrai. Alors ça n'a pas été spécifié dans le billet de Philippe de Saint-Robert. Mais bon, Philippe de Saint-Robert, c'est un gaulliste bon teint qui voulait masquer la face sombre de... Non mais la relation privilégiée qu'il y a depuis très longtemps avec l'Algérie, elle s'est concrétisée par les accords de 1968, avec donc des facilités de visa, avec des facilités de circulation, et c'était aussi motivé parce que à l'époque, il y avait un grand besoin de main-d'œuvre. Oui, mais alors maintenant, on arrive à l'ère des robots. Moi, je suis fasciné par la bêtise de cette classe politique française, cette insondable bêtise qui n'a d'égal que sa lâcheté. Parce que
tous les jours, il y a des nouvelles sur les robots humanoïdes couplés à l'intelligence artificielle et on nous explique que l'immigration va payer nos retraites dans les prochaines décennies. Mais enfin, dans quel monde vivent-ils? Ils se rendent pas compte que on arrive à l'ère des robots dans les usines. En fait, ils réfléchissent à données comparables alors que les données sont en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent pas. Ce sont des abrutis qui ont le nez sur la prochaine élection, mais le niveau est de plus en plus faible d'ailleurs. Mais globalement, moi je voudrais des moyens de pression concrets et praticables tout de suite. Je rejoins Philippe par rapport. Je rejoins Philippe, mais pas dans l'exagération par rapport à ce qu'on peut faire pour eux. C'est que de façon graduée, on peut revenir sur certains accords. Moi, je suis fou de rage aujourd'hui de voir qu'il y a toujours des dirigeants de la diaspora algérienne qui viennent se soigner en France sans payer. Rien que ça, si on commençait déjà par taper dans la tête, le reste du poisson suivrait peut-être. Mais le problème, c'est qu'on tape même pas dans la tête. Moi, aujourd'hui encore, j'ai des dirigeants algériens qui viennent en douce en France via des jets privés qui passent même pas par la douane, qui vont se faire soigner, qui payent pas et qui repartent. Et ça, c'est simple à contrôler. Comment est-ce possible? Comment est-ce que... C'est vachement possible, je vais te dire. C'est nos élites, c'est l'état d'abandon de nos élites qui ne font... Et on le voit bien, Macron, Retailleau, ils sont sur la riposte graduée. Non, mais ils sont complètement à la masse. On voit que c'est le gouvernement algérien Retailleau est pris pour cible par le gouvernement Retailleau, c'est le type super fort, etc. C'est le ministre de l'Intérieur super fort, mais qui laisse cramer les prisons. Donc voilà. Donc Retailleau, c'est beaucoup de bouche, mais très peu d'actes. Beaucoup de paroles, mais peu d'actes. Retailleau 3. Retailleau 3, j'ai pas compris. Vous voulez que je vous explique? Oui, je vais vous expliquer. Alors, c'est un scoop que je vous donne, mais j'ai déjà lancé. C'est-à-dire que vous vous rappelez d'une émission Interville qui passait à la télé il y a quelques années, où il y a un type qui s'est fait gauler à la télé parce qu'il donnait les chiffres les réponses à la personne élue qui représentait la ville. Oui. Et il s'est fait gauler parce qu'à un moment donné, il avait mis la main 3 sur son... Tout ce que je vous dis est une histoire vraie. Le 3 sur ce machin, et donc la personne en face a répondu la réponse 3. Oui. Devinez qui c'était, cette personne? Retailleau. C'est Monsieur Retailleau. Ah oui. J'ai lu cette histoire aussi. Donc c'est une histoire vraie en plus. Je l'ai mis dans mon dernier livre, c'est une histoire vraie. Donc moi je l'appelle Retailleau 3, comme j'appelle maintenant l'ex-garde des Sceaux Dupont-Maserati. C'est pas mal ça, Dupont-Maserati. Oui. Non, mais ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que les gens qui disent laver plus blanc que blanc, quand tu creuses un peu, on s'aperçoit qu'ils ont quand même du linge sale. Ouais. Parce que là, c'est une tricherie devant la télé, devant des millions de spectateurs. Ah, mais ça, c'est formidable. Enfin, c'est formidable. Oui, c'est un peu triste. Surtout pour gagner un jeu avec Guy Lux et Simone Garnier devant toute la France. Ah, mais il y avait M. De Villiers derrière, il était l'adjoint de M. De Villiers. M. De Villiers voulait absolument gagner ces jeux-là. Ouais, donc il était en mission. Monsieur 3. En tout cas, c'est extrêmement drôle et belle anecdote. Je l'avais connu, je l'avais oublié. Mais je peux te dire qu'il n'aime pas quand je la raconte. Ça, c'est probable. Ok. Est-ce qu'on peut faire un tour en 3-4 réponses chacun de mesures pratiques applicables maintenant pour faire, parce que j'entends ce que vous dites, Philippe, oui. Mais on ne va pas sortir de l'Europe tout de suite. Donc, allez, je commence par vous. Deux mesures qui seraient un moyen de pression pour contrebalancer les pressions de l'Algérie. Plus d'étudiants algériens en France. Ok. Après, l'Union européenne pourrait toujours nous embêter. Essayer d'arrêter les visas, mais pareil, les visas sont tenus par l'Union européenne. Donc mais le temps que ça soit jugé, ça met quelques années. Ça met quelques temps. Et puis, arrêter les soins et faire payer les soins de tous les Algériens en France. Laurent Arthur Duplessis. Supprimer le regroupement familial qui est en réalité une immigration de peuplement et pas de travail. Ok. Ça, c'est dans les accords de 68, c'est ça? Non, ça, c'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne. C'est la directive européenne. Donc, d'accord. On est coincé. C'est la France, c'est après, c'est pas dans l'Union européenne. Oui, c'est Giscard, il me semble. Claude Janvier. Ne plus soigner gratuitement les dirigeants et les hauts dignitaires de l'Algérie en France. Il n'y a aucune raison pour qu'ils soient soignés gratuitement. Ils arrivent en jet privé, comme le soulignait Philippe Pasco, et ils repartent en jet privé. Une autre manière de faire ça, c'est d'exiger des visas pour chaque personne qui vient d'Algérie, non? Oui, clair. C'est clair. J'ai lu quelque part un truc qui était assez marrant, c'est que les diplomates français en Algérie, quand ils veulent se déplacer, doivent demander des autorisations de déplacement. Et que le prélat, alors il y a un prélat à Alger, je crois, un cardinal ou un évêque, qui serait présent, qui lui aussi, quand il doit sortir de la ville, doit demander des autorisations de circulation. Il y avait quelqu'un qui disait...
demandons la réciproque aux diplomates algériens qui ne pourraient pas sortir de Paris sans avoir et puis, permis de circulation. Comme disait Philippe très justement tout à l'heure, il y a des influenceurs qui sont eux-mêmes téléguidés par les services de renseignement algériens, lesquels services de renseignement algériens sont extrêmement actifs sur le sol français. Et on pourrait très bien prendre des mesures beaucoup plus sévères quand on met la main sur eux. Pour les renvoyer, en fait, ces services algériens, effectivement. Les services secrets français ont tous les noms. Oui, sauf que ça renvoie à un problème qui est en fait le problème initial, c'est l'impossibilité de renvoyer les OQTF et tous ceux qui sont indésirables sur le territoire français. Parce que les influenceurs, si on décide de les renvoyer, s'ils ne sont pas repris, qu'ils restent sur le tarmac à Alger et qu'on les remet dans l'avion, on tourne en rond. Moi, j'ai une autre piste que mes petits camarades... Ce sera la dernière intervention. Parce que moi, je refuse toujours d'attaquer le peuple quand il y a des choses comme ça, parce que ça ne sert à rien. Donc je cherche toujours à attaquer la tête. En plus de ce que vient de dire Claude et que je coopte, de fait d'empêcher les dirigeants de venir se faire soigner, il y a un truc vachement simple qu'on peut faire et qu'on ne fait pas. C'est tous les achats immobiliers des dirigeants algériens, des économistes algériens, etc., qui achètent en France des immeubles, des machins, des bijoux. On peut facilement les bloquer. Et on ne le fait pas. Parce que ça rapporte de l'argent. En fait, on a fait ça assez facilement pour les Russes lors du début de la guerre. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire pour les C'est une mesure tellement simple à mettre en avec les notaires, puisque quand tu achètes un acte notarial, tu as donc un nom, une adresse, une Algérie Star. Il y a parfois des SCI, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, mais on peut le faire. On l'a fait avec les Russes, pourquoi on ne le fait pas avec les Algériens? Et quand on commence à attaquer la tête de ces gens-là, bizarrement, en dessous, ça bouge. Mais moi, attaquer les étudiants, je ne suis pas pour ça, parce que plus tu éduques les gens, moins ils ont moins derrière quand ils rentrent dans leur pays ou quand ils ne rentrent pas. C'est Victor Hugo, ouvrez des écoles, fermez les prisons. Mais on a vu que ça ne marche pas. Ça marche pas aujourd'hui. Mais si, ça c'est d'idéalisme, c'est d'utopie. Malheureusement, ça ne marche pas. C'est-à-dire que les élites, elles ont quand même été... Toutes les élites algériennes ont été élevées en France. Oui, pour la plupart. Qu'est-ce que ça a changé? Mais attends, ça c'est trop facile. Tu veux pas non plus. Ça veut dire qu'il faut pas éduquer les gens. Je suis loin de dire ce que ça veut dire, Philippe. Donc moi, la mission de la France, c'est pas d'éduquer d'abord les jeunes Français qui sont en fait où il n'y a pas de moyens et où il y a un problème d'éducation, plutôt d'éduquer les jeunes Algériens. Sur le fond, tous les deux, on est d'accord. Mais je dis que remplacer une bêtise par une autre bêtise, ça sert à rien. Allez, messieurs, c'est le mot de la fin. Nous nous retrouvons dans quelques secondes pour la deuxième partie sur le pape François. À tout de suite. Bonjour. Donc la mort du pape François est toute récente. Je voulais qu'on fasse un bilan sur cette situation, c'est-à-dire un bilan de son pontificat qui balance. Et j'ai fait toute une liste, donc je vais pouvoir l'évoquer très concrètement, entre la modernité et le conservatisme. Et donc je voudrais qu'on parle de ça et peut-être aussi se projeter sur un pape futur. Qu'est-ce qu'il pourrait être ou qui pourrait-il être? Claude Janvier. Eh bien, le bilan, oui, du pape est quand même assez mitigé. Bon, déjà, il a abandonné, ça on le sait, toutes les traditions, un certain nombre de traditions, notamment les messes en latin. Non, mais c'est pas lui, ça c'est Vatican II, il me semble. Et c'est très, ça commence à... Disons qu'il l'a bien poussé quand même. Puis il l'a supprimé à nouveau, je crois. Voilà. Alors ensuite, il y a des choses moins connues. Bon, déjà quand même, pendant la période noire de la crise sanitaire Covid, il a quand même déclaré que faire la vaccination contre le Covid était un acte d'amour. Bon, alors je ne sais pas s'il servait les intérêts de Pfizer ou de Moderna, mais enfin en tout cas, il aurait pu s'abstenir. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il avait pris l'initiative quand même d'envoyer chaque année à Davos un émissaire du Vatican, donc au forum de Davos. Et d'ailleurs, notamment le cardinal Parolin, qui est toujours actuellement le secrétaire d'État donc au Saint-Siège. Donc chaque année... Qu'allait-il y faire à Davos? Il allait écouter, se renseigner, montrer la présence du Vatican à Davos. Mais le forum de Davos, je pense, c'est quand même très ambigu. C'est-à-dire quand on connaît les buts du forum de Davos, les buts de Klaus Schwab et tout le programme des Global Young Leaders qui a été créé par Klaus Schwab en 2004, on ne peut que se poser des questions. Après, est-ce que c'est pas à l'image justement de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire c'est relativement moderne d'envoyer un cardinal à Davos pour y jouer de l'influence de l'Église, et d'un autre côté,
conservatisme avec ce que vous venez d'évoquer? Tout dépend des liens. C'est pas la balance dont on parle justement. Oui, mais tout dépend des ambigu. liens. Tout dépend des liens que l'on a appris. C'est-à-dire que le pape François a créé des liens d'amitié avec Lynn Forester de Rothschild. Okay. Alors ça, c'est quand même assez intéressant parce que suite à un discours de Lynn Forester de Rothschild en Inde, au G20, le 31 août 2023... Je sais pas qui est Lynn... Forester de Rothschild, ou c'est une femme, ouais. Okay. C'est une femme descendante des Rothschild. C'est une Rothschild. Hein, ça fait bien longtemps que les Rothschild n'ont plus beaucoup d'influence entre nous. Ah si, ils en ont énormément, ils sont toujours là. Mais bon, ils sont toujours là au niveau capital, au niveau de la haute finance internationale. Vous savez, ça sent... excusez-moi, mais j'entends ça, les mythes antisémites un mot, planent. Gaël Giraud, l'ancien patron de l'AFD, d'ailleurs de l'Agence française de développement, depuis qu'il a dit quelque chose sur Thinkerview contre les Rothschild et leur influence sur Macron, il est invité nulle part. Ah bah oui. Il avait parlé des Rothschild qui avaient un grand but, la privatisation du monde. Invité, il n'est plus invité. Donc c'est pour ça qu'on n'entend jamais parler. Excusez-moi, mais est-ce que ça sent pas un peu le moisi de l'antisémitisme, où en gros, au lieu de dire juif, on dit Rothschild? Mais pas du tout. Pas du tout. Macron, il a bien été quand même d'abord chez Rothschild avant d'aller de président de la République. Il a été poussé par les Rothschild qui ont filé de l'argent. Aussi, tous les Rothschild, pas les Rothschild en eux-mêmes, mais toutes les équipes de Rothschild ont nous donné leurs 7 500 €. Ce qui est intéressant, c'est que Lynn Forester de Rothschild pilote quand même ce qu'on appelle le capitalisme inclusif. C'est-à-dire, en fait, c'est inclusif pour la haute finance internationale et c'est exclusif pour les autres. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un appel du pape demandant de prendre soin des pauvres et de la terre. Jusque-là, je le rejoins. Effectivement, il faut prendre soin des pauvres et de la terre. Sauf que, en faisant cette alliance avec Lynn Forester de Rothschild, avec cette affaire de capitalisme inclusif, en réalité, Lynn Forester de Rothschild a pris effectivement une emprise sur tout le domaine donc, du capitalisme inclusif. Donc, soi-disant pour aider les pauvres, en fait pas du tout, parce que c'est soi-disant pour aider et contribuer à l'engrangement des bénéfices de la haute finance internationale. Donc, Claude, c'est marrant parce que moi j'ai préparé ce sujet, j'ai jamais vu ça sortir, j'entends. C'est assez bien caché, ouais. Ok, je continue le tour de table. Il a parfaitement raison. Alors, moi j'appuie sur ce que dit Claude. François. Il a reçu le prix Charlemagne par l'Institut Jacques Delors, très européiste, pour sa contribution à l'unité européenne, c'est-à-dire à l'Union européenne. Il a été reçu aussi, après Davos, comme disait Claude, il a aussi été reçu par la fondation Bill Clinton, un grand événement de la mondialisation, aux côtés des affreux que sont Tony Blair ou le patron de Pfizer, Bourla. Donc on voit derrière ce pape qui joue à aider les pauvres, en fait c'est un pape qui est dans la mondialisation. Ne parlons pas du côté pro-migrant de ce pape, absolument détestable, qui a expliqué qu'il faut accueillir les migrants. Ce qui tue les migrants, c'est notre indifférence. Empêcher d'entrer les migrants, c'est le naufrage de la civilisation. D'accord, donc culpabilisons les Européens, ça, c'est les la Français. Partie moderne. C'est pas la partie moderne, c'est la partie anti... En tout cas, qui est vue comme moderne. Moi, je trouve ça absolument détestable. On peut voir ça comme moderne. Progressiste, voilà. Le Réal me dit progressiste. De refuser que les Européens puissent défendre leurs mœurs et le mode de vie, de leur dire il faut que vous accueilliez toute la misère du monde et tous les gens du monde entier. D'un autre côté, il n'a pas avancé d'un iota sur le mariage des prêtres, qui aurait pu être quelque chose qui aurait fait bouger l'image de l'Église et peut-être arrêter un certain nombre de... Le but n'est pas de faire de la com avec l'Église. L'Église, c'est intemporel depuis 2000 ans. Elle a tout intérêt à rester dans ses traditions. Mais d'autres ont dit qu'il était très décevant parce que, par exemple, tous les abus qui sont largement documentés, il y a une commission, la commission Sauvé en France, il n'a pas reçu les membres de la commission Sauvé. Donc ça fait partie de son... Si on met ça dans la colonne conservateur et voire même rétrograde par rapport à ces abus, vous voyez, c'est... On a les problèmes de pédophilie dans l'Église, on ne parle que de ça, alors que les problèmes de pédophilie ailleurs, on n'en parle absolument jamais, alors qu'il y en a d'extrêmement graves. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que dans l'Église. D'abord, c'est faux, parce qu'il y a de nombreux procès concernant la pédocriminalité, qui d'ailleurs commence dans les familles françaises. Je ne crois pas que Jacques Lang ait été embêté après avoir fait ce qu'il a fait au Maroc. Attention, ni Daniel Cohn-Bendit. Excusez-moi, si vous voulez de la diffamation, ça va être compliqué parce que je suis pas certain que TV Liberté... Par exemple, je ne fais que dans le factuel, et tant que j'ai pas les preuves de quelque chose, je ne l'affirme pas. Pour Daniel Cohn-Bendit, il l'a écrit. Il l'a dit. Il a dit. Mais là, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Donc faire attention à ça. Le pape François. Moi, j'aimerais pas être pape.
Okay. Parce que si jamais tu es progressiste, tu te fais tuer par les traditionalistes. Si tu es traditionnaliste, tu te fais tuer par les progressistes. Donc c'est pas simple d'être pape aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, par contre, personnellement, si l'Église reste sur ses dogmes traditionnalistes extrêmes, elle meurt. Donc à un moment donné, il faut choisir. Moi, je me bats, vous le savez, je me bats pour la rénovation des églises, y compris dans mon petit coin à Guerchy, où mon maire voulait détruire l'église. Il a fallu aussi que je me batte contre le curé de l'église, qui disait, mais attention, dans l'église, il est hors de question de faire un petit concert moderne. Mais je vais expliquer au bonhomme que si tu fais pas des concerts un petit peu modernes, et j'ai pas dit du rap, eh ben, tu attireras personne et que tu attrapes pas les mouches avec du vinaigre. Ouais. Donc à un moment donné, il faut savoir évoluer pour que quelque part l'église continue à exister. Ce qui fait mourir les religions, c'est justement quand elles sont dans l'immobilisme. Et ça, c'est grave. Il y a quelque chose de savoureux, si je puis dire. Dans le collège des cardinaux, les plus traditionnalistes, les plus conservateurs, c'est les cardinaux d'Afrique, d'Asie. C'est tout à fait vrai. Et les plus progressistes, entre guillemets, c'est les cardinaux d'Europe, des États-Unis. Et d'ailleurs, les plus extrémistes en France, c'est les gosses de deuxième génération. Et d'ailleurs, François a institué, je crois que c'est le terme, de nombreux cardinaux venant d'Asie, venant d'Afrique et venant d'Amérique latine, dont on peut attendre que le prochain synode balance plutôt vers une forme de conservatisme. Alors effectivement, et la figure emblématique de ces cardinaux, c'est le cardinal Sarah de... Brûlez pas toutes vos cartouches, je crois que c'est votre coup de cœur. C'est mon coup de cœur de tout à l'heure. Sponsorisé par Bolloré. Alors c'est tout le paradoxe du pape François, parce qu'il a créé beaucoup de cardinaux du Sud global, mais la plupart ne veulent pas du mariage pour tous. Oui. Ils veulent pas... comme le pape d'ailleurs, il n'a pas bougé. D'ailleurs, oui, comme là-dessus, il est aussi anti-avortement, effectivement. Il est très anti-avortement. Mais le paradoxe est là. Quel est le monde catholique qui renie en quelque sorte la tradition? C'est le monde catholique occidental. Et c'est là où l'Église baisse. Mais dans le Sud global, elle est en pleine forme, l'Église. Il y a 280 millions de catholiques supplémentaires par explosion démographique. Ah oui. L'explosion démographique, elle n'est pas en Europe. Bien sûr, parce que c'est des immigrés qui risquent de venir en France. Oui, c'est drôle, ça. Comme c'est des cathos, là, vous direz rien. C'est drôle. L'explosion démographique, elle n'est pas en Occident. Non, donc, en fait, le renouveau catholique, il est dans le Sud global, et du point de vue quantitatif, et du point de vue, si je peux dire, qualitatif, dans la mesure où, justement, eux sont pour une préservation des traditions de l'Église. Alors, je voudrais on va parler dans quelques minutes du synode et éventuellement de l'arrivée d'un pape venant d'Afrique ou venant du continent Asie. Je voudrais vous citer un discours que je trouve jubilatoire de François qui s'est adressé à la curie. Et qui a parlé des 15 maladies. Alors, je les ai toutes là, mais je ne vais pas toutes les citer, mais je vais en sortir quelques-unes. C'était, je trouve, extrêmement violent. Le fantasme de l'immortalité, pour ceux qui se croient immunisés ou indispensables. L'Alzheimer spirituel. La schizophrénie existentielle. Et là, il parlait de ce que l'on dit et de ce que l'on fait. Il y a eu des bouquins là-dessus. La rumeur, la médisance et le commérage. L'indifférence aux autres. Et dernier point, le point 15 d'ailleurs, la maladie du profit mondain et des exhibitionnistes. Est-ce que ce discours-là à la curie, sachant que, je vais vous faire une petite citation, je vais étaler ma culture, je crois que c'était Jean XXIII qui disait « Vous savez, moi à Rome, je ne suis que le pape ». Sous-entendu, il y a derrière moi, et beaucoup plus puissant que moi, la curie. C'est quand même étonnant de la part de quelqu'un qui dit ça et qui va dans les événements de la fondation Bill Clinton avec toutes les stars du monde ou, comme le disait Claude, à Davos. Mais c'est pas une manière d'influer et de venir dire leur fête. C'est un pape qui fait de la com. C'est un pape moderne qui fait de la com. Malheureusement. Et n'oublions pas une chose, on l'a pas précisé. Vous croyez que c'était pas sincère? C'est le seul. Bien sûr que non. C'est le seul pape qui a été adoubé par la gauche. Vous regardez tous les articles de presse, ils sont louangés par la gauche, alors que la gauche est d'habitude boufferuse de curés. Et même Jacques Attali a fait un tweet pour dire qu'il trouvait ce pape formidable, parce que c'était le pape de la mondialisation. Radio France a écrit un article
François, le pape de la mondialisation, c'est ce qu'il était. Okay. Maintenant, il faut savoir qu'on ne pourra pas échapper à la mondialisation, Philippe. La mondialisation économique, elle est terminée. Trump est en train de la terminer. Je ne parle pas de la mondialisation. On ne pourra pas y échapper. Après, il faut la travailler pour que ce ne soit pas une mondialisation du n'importe quoi, du n'importe comment, et de la souffrance pour la plupart des peuples, pendant qu'il y en a quelques-uns qui vont diriger. Mais la mondialisation, on ne peut pas lutter contre. C'est fini. Il y a Internet, il y a les avions. Mais moi, je parle de la globalisation, du fait qu'il n'y ait pas de droits de douane et que en fait, il y ait des échanges sans aucune friction. Il faut mettre des douanes, des droits de douane. Parce que là, nous avons des élus. Nous avons tous des élus dans chaque pays qui travaillent que pour leur propre gueule. À partir du moment où ils ne travaillent pas pour l'ensemble de la mondialisation, il est évident qu'on n'aurait pas. T'as qu'à voir ce qui se passe avec Trump en ce moment. T'as qu'à voir ce qui se passe, comment il travaille pour faire soi-disant la paix en Ukraine. Je dis bien que ce soit Trump ou que ce soit Poutine, en parlant uniquement comment je vais récupérer les terres rares. Je le dis à chaque fois. Ils parlent des terres rares et de ce qu'ils ne pourront pas récupérer, mais pas des gens qu'on va sauver parce qu'il n'y aura plus la guerre. Donc le problème, il est juste là. Il est sur là des gens qui pensent et qui travaillent et qui ne veulent qu'une seule chose, du profit personnel. Et je le dis toujours, le profit, par définition, c'est réservé qu'à quelques-uns. On va revenir au pape François et on va s'inscrire dans le futur. Donc, comme je vous l'ai dit, le pape a institué énormément de nouveaux cardinaux qui viennent des continents Asie, Afrique et Amérique du Sud. Qu'est-ce que ça laisse présager sur le nouveau pape? Est-ce qu'on est capable de faire une prévision? C'est très difficile de faire une prévision. Néanmoins, il n'est pas impossible qu'il y ait un pape issu du Sud global. C'est pas impossible, étant donné justement que les représentants du Sud global sont devenus très nombreux parmi les cardinaux. Oui. Alors, j'avoue que moi, je ferai pas de prévision. C'est très difficile. Oui. L'Église est actuellement en pleine crise, ça c'est sûr, mais on voit deux tendances qui s'affrontent. Je dirais la tendance wokiste, pour le faire simple, et la tendance traditionnaliste. Mais c'est pas nouveau, ça. Il y a un film qui est sorti il y a 6 mois qui s'appelle Conclave. Oui, mais je vais vous dire... Très intéressant et qui parle de ça. L'Afrique, et notamment l'Afrique subsaharienne, puisque c'est l'Afrique chrétienne catholique. Il y a aussi l'Afrique protestante, mais je parle de l'Afrique catholique. Les prêtres et les évêques et les cardinaux de l'Afrique subsaharienne sont conservateurs. Ne veulent pas entendre parler des valeurs wokistes. Oui. Ça leur sort par les yeux, complètement. Mais est-ce que le wokisme, on le voit vraiment dans l'Église? Parce que j'ai pas vraiment le sentiment que ce soit la lame de fond dont on parle. Il y a des débats, en Occident, il y a des débats pour le mariage des prêtres, par exemple. Oui. Des débats c'est wokiste, pour le mariage des prêtres? Pour certains, ça l'est. Il y a des débats sur la légitimité des valeurs LGBTQ+, je ne sais quoi. Les mariages homosexuels. Les mariages homosexuels. Oui, il y a eu alors là, il a fait un tout petit pas en avant, c'était la bénédiction. On ne peut pas dire que ça a été vraiment radical. Le pape François s'est toujours opposé à la reconnaissance religieuse du mariage homosexuel. Et pour autant, il a autorisé des bénédictions au sein de l'Église. Donc là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais il y a des débats au sein de l'Église pour dire qu'il faut autoriser le rite religieux du mariage homosexuel. C'est-à-dire pas seulement le mariage homosexuel. Oui. C'est gênant. Alors, moi, je décris les débats qui sont dans l'Église. Après, on peut être... Moi, que les prêtres se marient, ça ne me gêne pas, au contraire. Je préfère que les prêtres se marient plutôt qu'ils aient une bonne derrière l'Église. Oui. Alors, ou qu'ils s'occupent des enfants de cœur. Il y avait tout de même un argument contre le mariage des prêtres, c'est de dire que quand le prêtre est seul, il peut plus se consacrer à son sacerdoce que s'il a charge de famille, d'enfants. Ouais, je pense que c'est plus économique qu'autre chose. Et pourtant, dans d'autres religions, les prêtres, qui ne s'appellent pas comme ça, chez les protestants, sont mariés, et ça fonctionne très bien. Les anglicans aussi. Chez les protestants, ils sont beaucoup mieux financés. Le clergé est beaucoup mieux financé chez les protestants. Les curés, donc ça parle de la pauvreté de l'Église, d'une certaine manière. Mais alors, le curé, il est pauvre en général, le curé de base. Mais il faut qu'il ait une femme et des enfants qui soient dans la mouise, dans la misère, c'est tout de même une charge mentale sur lui qui est quand même... Mais ce n'est pas une raison pour interdire le mariage
fausse excuse. Il vaut mieux être pauvre tout seul que pauvre avec une charge de famille. Ça, c'est une fausse excuse encore qui, en plus, est complètement obsolète. Parce que je suis désolé, c'est ce que tu dis était valable quand la femme ne travaillait pas. Et aujourd'hui, les femmes travaillent et gagnent plus souvent que l'homme. Donc, ça ne gênerait pas du tout par exemple, qu'un prêtre épouse une chef d'entreprise. Où il y aura un problème d'argent, il n'y en aurait pas. Oui, mais enfin, ils épouseraient pas tous une chef d'entreprise. C'est uniquement du traditionnalisme d'immobilisme. À un moment donné, il faut que l'Église catholique se rende compte que ce n'est pas en restant sur sa muraille que les choses vont évoluer et que l'Église ne va pas mourir. Certains vous répondent qu'en fait, l'Église a 2000 ans, ce qui est unique dans toutes les institutions humaines, et qu'elle évolue extrêmement lentement pour éviter de faire des erreurs qui sont les erreurs liées à la mode. La religion juive et la religion musulmane continuent d'interdire le porc alors que c'était juste un phénomène qui était assez bien vu, d'interdire de manger du porc. Ah, du porc, et ça, c'était lié au fait que le porc est un animal, quand il est mal conservé, qui porte plein de maladies. Il continue d'interdire le porc. On pourrait dire que c'est obsolète, abandonnez-le. Il le garde. Parce que aussi, ils sont bloqués sur certains trucs. Nous, on disait bien qu'il fallait manger du poisson le vendredi. Et quand tu réfléchis, c'était uniquement parce que manger du poisson le vendredi, ça participait à l'équilibre de l'individu. C'est tout. Bon, on a abandonné ça parce qu'entre guillemets, on a évolué ou mal évolué, et qu'il y a de moins en moins de poissons et que ça coûte de plus en plus cher. Tenez compte de tous les paramètres. Parce qu'aujourd'hui, acheter du poisson pour toute ta famille le vendredi, il faut avoir un gros carnet de chèques. C'est vrai, on peut tous témoigner que le vendredi, c'était dans nos familles chrétiennes ou pas, une tradition que de faire maigre ou dans tous les cas de manger du poisson. Je voudrais attirer l'attention parce que sur une chose, on dit, le catholicisme en Occident va définitivement vers l'extinction totale. Attention, c'est nuancé actuellement. Attention, l'histoire n'est jamais linéaire. Je suis d'accord avec toi. Jamais. Actuellement, on voit chez les jeunes, je dis bien chez les jeunes, un renouveau le renouveau d'un catholicisme en plus traditionnel, à l'opposé du catholicisme post-68, totalement aux antipodes. Et là, un retour vers un baptême des adolescents ou des jeunes adultes. Autrement dit, un choix conscient par c'est pas celui des nourrissons, puisque par définition, ce sont les parents. Et de même qu'on voit un renouveau des pèlerinages, le pèlerinage de Chartres, le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, etc. Donc, il n'y a pas une tendance linéaire inexorable. Après l'hiver, il y a le printemps, ça reverdit. D'accord. Ok, on considère que le débat est clos et nous passons. On verra bien quel pape. On fera avec. Ça, de toute manière. Mais ma question, c'était. Tout ce que j'espère, et je voudrais dire, c'est qu'il ne soit pas sponsorisé par Bolloré. Ok, très bien. Alors c'est très intéressant parce que ça ouvre un débat sur ce qui arrive, en fait. C'est les coups de gueule et les coups de cœur. Vous verrez qu'il y aura quelques petites oppositions à ce propos concernant le cardinal sponsorisé par Bolloré. Allez, à tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Allez, rebonjour, les coups de gueule et les coups de cœur. C'est Philippe Murer qui commence. Philippe, vous commencez par un coup de gueule ou un coup de cœur ? Je vais commencer par un coup de cœur. Okay. Pour les hôteliers français qui se battent contre une entreprise très prédatrice qui s'appelle Booking. Ouais. En fait, parce que Booking prend environ 15% du prix d'une chambre d'hôtel pour une simple réservation électronique. Alors, vous voyez le travail des hôteliers, préparer les chambres, les nettoyer, le prix de l'immeuble, c'est gigantesque. C'est, juste pour le situer... Booking.com, c'est le site internet qui permet de réserver, qui est utilisé par les touristes du monde entier. Donc, il abuse de sa position dominante pour prendre des commissions très importantes. Ils abusent carrément à tel point qu'ils se permettent de changer autoritairement le prix des chambres d'hôtel sans demander aux hôteliers. Ouais. Donc c'est eux qui font le prix parfois. Donc ça, c'est complètement scandaleux. Ils font apparaître aussi les hôtels les plus dépendants à Booking, c'est-à-dire ceux qui réservent et ont le plus fort taux de réservation par Booking, ils les font apparaître en tête pour rendre les hôtels dépendants. Donc là-dessus, la Commission européenne ne fait pas du tout son travail de gérer le marché intérieur et de les réguler. Et donc moi, ce que je dis, c'est qu'en attendant le résultat de ces enquêtes et que l'État français reprenne tout ça en main, les Français, il faut réserver directement chez l'hôtelier. Parce qu'en France, l'État a un peu fait bouger les choses. Donc en fait, on a des prix d'hôtel moins chers quand vous réservez directement à l'hôtel. Et surtout, vous faites que l'hôtel peut vivre un peu mieux parce qu'il n'a pas la commission de 15% à payer à Booking. 15%, c'est un résultat net. Ouais. Sur une chambre à 60 €, c'est énorme. C'est super coup de cœur.
Très bien. Et quel est votre coup de gueule, alors, justement ? Mon coup de gueule, c'est contre l'Union européenne dans l'affaire des tarifs douaniers. Oui. Voilà, donc je fais l'inverse du média dominant qui écrit après Trump. Non, parce que, en fait, c'est quoi tout ce jeu-là ? C'est un jeu de réindustrialisation pour les États-Unis, mais aussi de dire à la Chine, ça suffit. Vous aviez 100 milliards d'excédents commerciaux il y a 20 ans, vous a demandé de rééquilibrer, vous en avez 1000 milliards maintenant. La Chine a 300 milliards d'excédents, par exemple, vers l'Union européenne et 300 milliards vers, en fait, les États-Unis. Donc, notre intérêt, c'est de faire ce que propose Trump. C'est-à-dire qu'on mette des droits de douane vers la Chine pour qu'elle rééquilibre son commerce, qu'elle ne devienne pas le vampire du milieu qui aspire toute l'industrie du monde. Et à ce moment-là, on aura des droits de douane faibles. On jouera dans l'intérêt des États-Unis, mais surtout dans notre propre intérêt. Ils sont alignés, nos intérêts. Je fais pas de débat, mais juste, si Trump met des droits élevés vers l'Europe, l'Europe ne peut faire que répondre. Non, mais bien sûr, qu'on mette des droits de douane de 10% les uns avec les autres pour avoir des frictions, mais n'oublions pas que l'Europe est très excédentaire envers les États-Unis, de 150-200 milliards. Donc, qu'on rétablisse l'équilibre de la balance commerciale entre l'Europe et les États-Unis, très bien, mais surtout qu'on rétablisse l'équilibre commercial avec la Chine, qui sinon va nous dévorer, et l'Union européenne, où vraiment ce sont des gens qui sont complètement stupides, un petit peu comme les dirigeants français. Que font-ils ? Ils sont en train de discuter avec les dirigeants chinois, ils tournent le dos aux États-Unis, discutent pour mettre des droits de douane zéro dans les véhicules électriques, ce qui détruirait l'industrie automobile européenne, qui est le cœur de l'industrie, en fait, en Europe. Super débat. Merci beaucoup, Philippe. Laurent Arthur Duplessis, coup de gueule ou coup de cœur pour commencer ? D'abord, le coup de gueule pour le futur chancelier allemand, puisque ce sera probablement Merz qui sera le chancelier, à la tête d'un gouvernement de coalition. Alors, il fait des déclarations tonitruantes pour expliquer qu'il va autoriser l'envoi de missiles allemands Taurus très perfectionnés, très puissants, aux Ukrainiens, et il précise même la cible. Il dit que c'est pour faire péter le pont de Kerch, qui fait le lien entre la Crimée et le reste de la Russie. Bon. Au moment où beaucoup de gouvernements essayent d'acheminer cette affaire vers une trêve pour mettre fin à cette boucherie insensée qui, des deux côtés, avec un nombre de morts, d'amputés. On parle de plus d'1 million de morts. Mais oui, et puis il faut voir aussi tous les gens qui ont plus de bras, plus de jambes, etc. Parce qu'on ne les montre pas beaucoup, ceux-là. Eh bien, voilà que cet ahuri atlantiste, ancien haut responsable de BlackRock... BlackRock étant un fonds d'investissement, le plus grand fonds d'investissement au monde. Et donc, émanation de l'État profond, Merz, c'est l'émanation de l'État profond américain. Il met de l'huile sur le feu. Bon, il devrait avoir honte. Il devrait plus pouvoir se regarder dans la glace. Il est d'ailleurs pas très beau, il faut bien dire. Ok, on n'attaque pas les gens sur le physique. Oui. Allez, moi aussi. Ça c'est votre coup de gueule. Je suis morphopsychologue, c'est pour ça. Ok, c'est intéressant, je l'ignorais. Oui, c'est une de mes passions. Je suis un perverse polymorphe. Vous êtes un pervers polymorphe. Alors là, c'est formidable. Les coups de cœur. Alors, le coup de cœur, c'est le cardinal Sarah, que je trouve remarquable. C'est le cardinal Bolloré dont on parlait. Alors, je ne savais pas que Bolloré le soutenait, mais il a bien raison, Bolloré, de le soutenir. Le cardinal Sarah n'a pas attendu Bolloré, d'ailleurs, pour être ce qu'il est, c'est-à-dire, justement, profondément authentique. Et il appelle les Européens à retrouver la fierté d'eux-mêmes et de leurs racines, au lieu de les renier. Il tire la sonnette d'alarme sur l'immigrationnisme échevelé parce qu'il dit que c'est Il vient d'Afrique noire, hein. Oui. C'est l'archevêque de Conakry. Il est tout ce qu'il y a de plus noir, on peut dire. Oui. C'est un cardinal de la diversité. Okay. Et comme je disais tout à l'heure, la diversité, ça ne veut pas forcément dire le wokisme, le progressisme, etc. Et le cardinal Sarah adopte le principe évangélique du Christ, rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, ce que ne faisait pas du tout le pape François. Il y a une méconnaissance de la théologie de plus en plus dans le haut clergé occidental qui se mêle de tout à la place des dirigeants. C'est pas leur boulot. Ils sont pas là pour ça. Ils sont mandatés pour représenter la parole du Christ, pas pour diriger le monde. Je vais vous poser une question. C'est un papabilé, ce Sarah ou Alors, pas? Je crois, hélas, non, parce que malgré tout, malgré la présence de beaucoup de
prélat de la diversité, etc. Bon, François a quand même bien pris soin de truster le collège des cardinaux avec des cardinaux qui soient dans sa perspective idéologique. Okay. Donc je ne crois pas. Très bien. Merci beaucoup. Claude Janvier, coup de gueule ou coup de cœur pour commencer? Je commence par le coup de gueule. Je préfère terminer par le coup de cœur. Parfait. Un coup de gueule, ça a été facile. Finalement, ça va être un extrait de mon nouveau recueil qui vient de sortir. Le nouvel, c'est celui dont on a parlé. Voilà, c'est celui l'opus, le nouvel empire européen. Voilà, le nouvel. Alors voilà. C'est pas de la pub qu'on vous fait? Ah, ça c'est gentil. Et vous faites de l'autopromo en plus de la mienne. Vous n'avez pas honte? Non. Bah non, non. Alors, 85 ans d'Europe atlantiste. Servir les intérêts des USA et asservir l'Europe aux USA. Tel est le credo des fondateurs de cette Europe fédérale, atlantiste et antidémocratique. Affaiblir encore et toujours les pays européens, politiquement, socialement, économiquement et culturellement, de façon à ce qu'ils continuent à servir de chausse-pied, entre guillemets, à la haute finance anglo-saxonne. La construction systématique de l'Europe politique atlantiste s'est accélérée dès 1946. Le coup d'État de mai 68, car il en s'agit bien d'un, a soumis les syndicats, les élus, les fonctionnaires d'État, les multinationales, la culture, les grandes écoles, les différents partis politiques, les philosophes et les médias au dictat de l'État profond anglo-américain. C'est une citation de votre livre? Oui, c'est un extrait de... Vous êtes gonflé. Vous nous lisez un extrait de votre bouquin, j'aurais pu le faire. Non, besoin de personne. Écoutez... Donc votre coup de gueule, c'est quoi? Qu'est-ce que vous vouliez dire le là? coup de gueule, c'est de montrer que depuis 85 ans, on est sous domination d'une Europe atlantiste, c'est-à-dire on est sous le joug de Bruxelles en tant que capitale politique, et que de toute façon... 85 ans, c'est 1900... 80 ans peut-être. Oui, 80 ans, 85 parce que c'est 1940, c'est un peu contradictoire, j'étais en train de faire les maths. Pas vraiment. À la sortie de la guerre 39-45, oui, effectivement. 80 ans. Mais le problème, c'est que... Le temps est écoulé pour votre coup de gueule. Ah, d'accord. Eh ben, on n'en sort pas. Donc le problème, c'est que la machine propagandiste des médias tourne à fond, puisque maintenant, on est après le péril Bosch, donc de 1914-1918. Nous avons eu le péril chinois, le péril jaune en 70-80. Et voici, mesdames et messieurs, en 2025, sous vos yeux ébahis, le péril russe. Parce que c'est ça, on n'arrête pas de nous bombarder donc de propagande. Et c'était ça mon coup de gueule du jour. Votre coup de gueule. Et vous avez un coup de cœur touristique. Oui, un coup de gueule touristique parce que récemment, j'étais à Istanbul. À Istanbul, c'est vrai que le quartier historique d'Istanbul, c'est quand même magnifique. Et on peut y passer des heures et des heures, chose que j'ai fait. Et franchement, alors évidemment, je ne vais pas présenter, mais un peu quand même, la basilique Sainte-Sophie. C'est une jolie petite église de village. Jusqu'en 1453 était donc une basilique chrétienne. Et moi, ce qui m'a incroyablement surpris et franchement, je suis resté sans voix, c'est la prouesse architecturale de la construction de ce dôme qui aujourd'hui a à peu près 1500 ans grâce au génie de 2 mathématiciens. Et ça, quand on rentre dans cette basilique, et là j'ai vu ce dôme et je me suis dit quand même pour l'époque, c'était quand même une œuvre architecturale magistrale. Vous incitez à aller à Istanbul. Ah bah oui. Alors que Laurent Arthur Duplessis dit que Erdogan est un épouvantable dictateur. Oui, il a grandi dans le quartier historique et il s'est nourri justement de la mémoire de l'Empire ottoman dans ce quartier historique. D'accord. Oui, mais bon, Erdogan est une chose, la beauté de Sainte-Sophie en est une autre. Oui. En face de Sainte-Sophie, il y a la mosquée bleue, il y a le grand bazar d'Istanbul quand même où il faut aller jeter un œil et la fameuse palais du sultan, qui s'appelle le palais Topkapi, qui est derrière donc Sainte-Sophie, qui là, on peut y passer des heures avec une vue imprenable sur le Bosphore. Et alors, un détail insolite sur Istanbul, et j'en terminerai avec ce coup de cœur, c'est que je suis tombé au hasard de mes déambulations dans les ruelles, je suis tombé sur le musée du chat. Et en fait, il y a musée du chat. Oui, il y a un respect incroyable des habitants d'Istanbul pour le chat. Ils en ont fait un musée. Je suis rentré dans ce musée. Parce qu'on en voit plein dans les rues, vous avez raison. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des distributeurs de croquettes dans les rues. Vous mettez une petite pièce et vous avez des petits récipients et ça vous fait la dose de croquettes. Vous le posez par terre et les chats donc errants se nourrissent de croquettes. Ils ont des petites cabanes en carton qu'ils mettent par terre. Ça leur fait des petits abris. Et ce musée du chat, j'ai trouvé ça magnifique. Et d'ailleurs, il y a un t-shirt où on voit une machine à coudre avec un chat qui réunit d'ailleurs 2 morceaux de tissu où l'un c'est marqué Europe et l'autre c'est marqué Asie avec une fermeture éclair puisque vous le savez comme moi, quand on est à Istanbul, eh bien c'est la frontière entre l'Europe et l'Asie. Et donc voilà, et j'ai trouvé ça assez fantastique. Magnifique anecdote. Extra. Merci beaucoup.
Philippe Pasco, est-ce que vous allez être aussi intéressant que Claude pas, Janvier La barre est haute. Hein. En sachant que moi, j'irai pas à Istanbul parce que c'est quelque part renforcer le pouvoir du dictateur qui est en place. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Coup de gueule, coup de cœur. Alors, coup de gueule contre nos fonctionnaires à Bercy, qu'on trouvait très intelligent aujourd'hui de remplacer le médicament qu'il y avait en 2020 qui servait à abréger les souffrances des anciens, qui était remboursé à 100%, le Rétrovil, c'est ça, quelque chose comme ça, Rivotril, par des mesures qui vont les étouffer, c'est-à-dire la ZFE, entre guillemets, parce que les petits vieux qui sont dans les campagnes, leurs voitures Q3, ils sont morts. Et en plus maintenant, de taxer de 10%, de retirer les 10% sur les revenus des retraités. C'est pas fait. C'est pas fait, mais c'est dans les cartons. C'est un vague projet, mais plus on râlera, moins ils le feront. Donc je râle et je pousse mon coup de gueule sur ces choses-là. Arrêtez de martyriser les petits vieux pour soi-disant trouver de l'argent dans les caisses qu'il n'y a pas, alors qu'ils pourraient le chercher ailleurs. Je rappelle quand même dans mon coup de gueule qu'on vient quand même de faire un passe-droit, encore lui, à M. Bolloré de 360 millions d'euros. D'accord. Donc de l'argent, il y en a. Allez le chercher où il est et allez pas le chercher dans la poche de nos petits vieux qui ont bossé toute leur vie comme des malades pour une retraite de plus en plus misérable. Ça, c'était mon coup de gueule. Et votre coup de cœur? Mon coup de cœur, c'est pour les juges. Je sais qu'en ce moment, c'est pas dans l'air du temps. Qu'en ce moment, les juges, il faut les vilipender parce que c'est tous des méchants mecs de gauche, etc., etc. Et moi, j'admire les décisions qui sont prises dernièrement. Vous pouvez en citer, allez-y. Sur les éoliennes industrielles qu'ils ont arrêtées. Sur les quoi? Sur les éoliennes industrielles qu'ils ont arrêtées. Le juge de Montpellier, à l'UNAS, etc., où ils ont arrêté pour des raisons environnementales et humaines, puisqu'on s'est aperçu que des éoliennes industrielles tuent les oiseaux, bousillent les poumons des chauves-souris, etc. Il y a eu plus de 160 oiseaux qui ont été référencés, qui sont morts du côté de Montpellier. Les juges ont eu le courage, malgré les pressions du dessus, d'arrêter pendant 1 an certains parcs éoliens. Je dis bravo à ces juges qui, comme par hasard, ne sont pas de gauche, mais doivent être de droite, puisque là, il faut quelque chose de sensé. Je dis simplement que les juges ne sont pas de gauche ou sont pas de droite, ils appliquent simplement la loi qui sont faits par des élus. Merci beaucoup. Écoutez, messieurs, beaucoup de gueule, beaucoup de cœur, belle énergie. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. À bientôt.